Yuji était un espion d'élite qui voulait une vie ordinaire, alors il s'est caché dans une école de filles. Cependant, tout change quand il découvre que les filles sont des bombes avec des problèmes de père prêtes à tout pour le faire craquer. Quand Yuji était plus jeune, son père le traitait comme un meuble et se concentrait sur sa petite sœur, dont les peintures l'aidaient à mener la belle vie. Cependant, après sa mort dans un accident tragique, le père de Yuji est devenu un ivrogne violent qui passait sa frustration sur leur mère, alors Yuji a dû l'éliminer pour la sauver. Lui et sa mère prévoyaient de s'échapper ensemble, mais elle n'est jamais venue à la gare car elle s'est donné la mort. Désormais orphelin, il a été adopté par un homme louche qui faisait autrefois affaire avec son père et a été élevé pour devenir un tueur à gages terroriste. Cependant, les fédéraux ont fait une descente dans le camp et il a été recueilli par leur chef, Asako, qui a fini par faire de lui un as pour le gouvernement. Un jour, après avoir sauvé une otage nommée Chizuru, elle a insisté pour le rembourser. Cela lui a fait réaliser qu'il en avait assez de vivre une vie de sang et de secret, alors il lui a demandé si elle pouvait l'aider à vivre une vie normale. 2 ans plus tard, Chizuru est venu le chercher pour l'emmener dans son école, mais Yuji a remarqué que l'école ressemblait à une ville fantôme. Chizuru a révélé que l'école n'avait que 6 élèves, lui y compris, ce qui l'a poussé à demander si l'école était une autre organisation gouvernementale secrète. Elle l'a assuré que c'était une école normale et lui a rappelé sa demande de vivre une vie scolaire normale après avoir gâché sa jeunesse à s'entraîner dans la forêt. Elle lui a fait comprendre que l'école était ce qu'il y avait de plus normal pour un tueur comme lui, et il a accepté de s'habituer à l'endroit. Plus tard, elle l'a emmené au dortoir des étudiants, où il a rencontré une fille nommée Sachi qui était habillée en costume de soubrette. Lorsqu'elle a été présentée comme la déléguée de classe, Yuji a été choqué et a demandé pourquoi elle était habillée comme une femme de chambre. En réponse, Sachi a expliqué que quelqu'un l'avait encouragée à s'habiller ainsi puisqu'elle adorait faire les corvées de tout le monde gratuitement. Son explication lui a fait réaliser que la fille était crédule, mais il a été assez poli pour ne pas le souligner. Ensuite, elle l'a emmené dans sa chambre où elle a révélé qu'il était le nouveau chef du dortoir. Mais Yuji savait qu'elle le transformait discrètement en un gardien de prison glorifié. En observant les lieux, il a remarqué à quel point l'endroit était soigné et a félicité Sachi de prendre ses fonctions de soubrette non rémunérées au sérieux. Le lendemain matin, il a suivi sa routine habituelle et a essayé de se préparer mentalement pour son premier jour en tant qu'étudiant normal. Son maître avait toujours été perfectionniste et elle lui avait inculqué cela. C'était aussi une femme très gâtée par la nature. Il avait donc du mal avec les femmes à forte poitrine et espérait ne pas en croiser une. Cependant, au moment où il a ouvert la porte, il a surpris une rousse nommée Amane, la faisant tomber sur son derrière. Avant qu'elle ne puisse lui demander qui il était, une fille plus jeune nommée Makina les a dépassés et a plongé sur le canapé. Quand Amane l'a poursuivi, Yuji s'est approché d'elle et s'est présenté, ce qui a figé Amane comme si elle reconnaissait le nom. Cependant, elle s'est vite reprise et a encouragé la timide Makina à saluer Yuji, ce qu'elle a fait d'un ton nerveux. Plus tard, quand Yuji est arrivé à l'école, il n'a pas vu une âme et a commencé à se demander s'il était arrivé trop tôt. En arrivant en classe, il est tombé sur une fille nommée Michiru qui répétait ses répliques en classe. Elle a immédiatement paniqué en découvrant qu'elle était observée, mais elle a réussi à reprendre son calme et a rudement demandé qui il était. Dès qu'il s'est présenté, elle a commencé à agir comme une tsundere mal écrite pour finir par être embarrassée quand il a gardé un visage de marbre. Elle a tenté de le distraire de son embarras manifeste en grignotant quelques bonbons. Dès que Yuji a décidé de jouer le jeu en lui demandant ce qu'elle mangeait, la loli lui a crié de se mêler de ses affaires. Yuji lui a dit de la fermer car son piètre jeu d'actrice était pénible à voir, ajoutant que ses cheveux décolorés n'aidaient pas non plus. Bien qu'elle n'ait cessé de hurler que c'était sa couleur naturelle, Yuji a révélé qu'il avait passé trop de temps avec des blondes pour être dupé par sa teinture. Une fois le calme revenu, les autres filles sont arrivées pour le cours, tout comme Chizuru. Mais la femme a remarqué qu'une élève manquait à l'appel. Plus tard dans la journée, alors que Sachi faisait visiter l'école à Yuji, il l'a interrogée sur Yumeko, la fille qui avait séché les cours. Le simple fait de mentionner son nom a soudainement fait paniquer Sachi, mais quand il a demandé ce qui n'allait pas, elle a prétendu que tout allait bien et s'est éclipsée. Sa réaction semblait très suspecte, alors Yuji a pris note de rester sur ses gardes au cas où Yumeko serait une menace potentielle. Il est ensuite retourné en classe pour prendre ses affaires et a été surpris de voir Yumeko assise à son bureau. Il a décidé de se présenter à elle, mais dès qu'il s'est approché, elle a tenté de le blesser avec un cutter. Yuji a réagi instantanément, lui saisissant la main en plein élan comme s'il avait anticipé une attaque. Alors qu'il lui tenait la main, elle semblait effrayée, mais il lui a dit calmement qu'il était ravi de la rencontrer. En arrivant au dortoir ce soir-là, il a vu que tout le monde était là, sauf Yumeko. Cependant, il a réalisé que personne n'était dans le salon et il a d'abord supposé qu'elle s'amusait toute seule dans leur chambre. Il a jugé préférable de ne pas déranger leurs exercices manuels et a tenté d'ouvrir sa porte pour découvrir que son ruban de sécurité était brisé.
Au début, il a cru que c'était un ennemi, mais il a réalisé qu'aucun pro ne raterait un piège aussi évident. Il voulait surprendre l'intrus, mais s'est retrouvé face aux énormes melons d'Amane libérés de leur soutien. Pour une raison quelconque, elle n'a pas cherché à se couvrir et lui a parlé normalement, lui faisant réaliser qu'elle était aussi détraquée que les autres. Lorsqu'il a ignoré l'occasion de faire avancer l'intrigue pour aller boire un coup, Amane s'est plainte de son manque de galanterie. Alors, il a rappelé que c'était sa chambre. Après s'être rhabillé, elle lui a soudainement demandé s'il avait une sœur aînée et Yuji a répondu qu'il en avait eu une autrefois. Lorsqu'il a mentionné le nom de sa sœur, les émotions d'Amane ont été à nouveau bouleversées. Cependant, elle s'est vite ressaisie et a commencé à le taquiner, mais Yuji était pratiquement un moine, il n'est donc pas tombé dans le panneau. Quand elle a fini par quitter sa chambre, il a réalisé qu'elle n'avait pas de double des clés, alors il a commencé à se demander comment elle était entrée. Au même moment, Amane se tenait devant sa porte, un crochet à la main, et se disait qu'elle l'avait enfin trouvé. Plus tard cette nuit-là, Yuji a reçu un appel pour un nouveau travail. Il a donc sorti l'étui de son fusil de précision de sous son lit pour se préparer. Quelques jours plus tard, Yumeko a tenté d'agresser Yuji dans le couloir de l'école, mais il s'est écarté et elle a failli tomber. Agacée, elle lui a demandé comment il avait su esquiver son attaque, et Yuji lui a répondu que Sukuna l'avait prévenu. Pourtant, la jeune fille n'était pas prête à se décourager et a juré qu'elle l'aurait bientôt. En réponse, Yuji lui a dit que l'orange ne lui irait pas du tout au teint. Son regard fixe semblait agacer Yumeko. Elle est donc partie après l'avoir averti de surveiller ses arrières. Arrivés en classe, Amane et Sachi ont compati avec lui d'être la cible de Yumeko. Cependant, Amane a dit qu'il avait creusé sa propre tombe en s'approchant de la Reine des Glaces en premier lieu. Yuji a rétorqué qu'il ne pouvait pas savoir que Yumeko était une psychopathe juste en la regardant, mais a ajouté que cela n'avait aucune importance. Pendant qu'il parlait, Amane jouait avec les pieds de Yuji, mais il a fait comme s'il n'avait rien remarqué. Quand Sachi a compris qu'il se passait quelque chose, elle a regardé sous la table, mais Amane avait déjà remis ses chaussures. Lorsqu'elle s'est redressée, Amane a changé de sujet pour parler de la vie amoureuse de Yuji. Il leur a dit que son maître l'avait jugé inapte à cet exercice appelé l'amour, ce qui a poussé Sachi à se demander pourquoi il avait besoin d'un maître. Plus tard, pendant la pause, Yuji a essayé de lire dehors, mais la chaleur torride rendait cela insupportable. Juste au moment où il allait abandonner, il a entendu des ronflements et s'est retourné pour trouver Makina endormie sous un arbre. Bien qu'il l'ait entendu faire des bruits, Yuji a quand même vérifié son pouls. Une fois convaincu qu'elle était en vie, il a posé sa pomme sur sa poitrine et s'est assis de l'autre côté de l'arbre. Quelques instants paisibles plus tard, Makina s'est réveillée, a croqué dans sa pomme et est partie sans remarquer Yuji. Voyant à quel point elle ignorait son environnement, Yuji est devenu curieux et a décidé de la suivre. De loin, il a regardé Makina nourrir les poissons du bassin dans le jardin tout en se parlant à elle-même, et d'après ce qu'il a entendu, il était convaincu que la fille essayait de les engraisser pour les manger. Soudain, elle a remarqué une écrevisse et a essayé de l'attraper avec un bâton. Yuji s'est alors approché pour lui dire de faire attention, mais son apparition soudaine l'a effrayé, lui faisant presque faire un plongeon. Heureusement, Yuji l'a rattrapé à temps, et vu sa légèreté, il lui a demandé si elle mangeait. Embarrassée, Makina a demandé à être posée, et quand il l'a fait, elle l'a maladroitement remercié de l'avoir sauvée, puis a essayé de s'en aller. Cependant, Yuji l'a arrêtée, et lui a demandé si elle se souvenait de son nom puisqu'elle ne l'avait pas prononcé. Makina a confirmé que oui, mais a expliqué qu'elle ne se sentait pas à l'aise de s'adresser à lui de cette façon. Yuji lui a alors dit qu'elle était libre de l'appeler comme elle voulait, et la fille l'a appelée Oni-chan avec enthousiasme. Après avoir accepté son nouveau titre, Yuji a aidé Makina à attraper l'écrevisse dans le bassin et lui a dit que si elle la nourrissait avec des aliments contenant du carotène, elle deviendrait bleue. Makina était si intriguée par cela qu'elle a déclaré qu'elle allait essayer. Avant de partir, elle a remercié Yuji d'avoir passé du temps avec elle et lui a donné sa pomme à moitié mangée en signe de gratitude. Pendant ce temps, Yumeko était sur le toit en train de surveiller Yuji et elle n'était pas très contente. Elle s'est aussi souvenue avoir confronté Chizuru à propos de sa décision de laisser Yuji s'inscrire à l'académie. Chizuru l'a assuré que Yuji était inoffensif, mais Yumeko était convaincue que Yuji était un dégénéré. À cause de cela, elle a passé beaucoup de temps et d'argent à fouiller dans le passé de Yuji, mais n'a rien trouvé de concret. Cela l'a rendue encore plus méfiante, car elle pensait que personne n'avait un passé parfaitement propre. De retour au présent, elle a juré de ne jamais l'accepter comme membre de l'école et s'est éloignée. Le lendemain matin, Yumeko a tenté d'attaquer à nouveau Yuji, mais il a esquivé et a continué à l'éviter jusqu'à ce qu'elle trébuche et tombe, exposant ses fesses. Michiru a ri en voyant cela, mais comme elle a mal caché sa réaction, Yumeko lui a lancé un regard noir. Immédiatement, elle a cherché de l'aide auprès des autres, pour découvrir qu'ils faisaient tous semblant d'être occupés. Une fois que Yumeko est partie, Makina a dit à Chizuru qu'elle attendait son exécution avec impatience, ce qui a fait paniquer la jeune fille.
Plus tard, Yuji est passé au bureau de Chizuru pour discuter et la femme solitaire lui a dit que Yumeko agissait ainsi envers lui parce qu'elle le trouvait suspect. Yuji a demandé ce qu'il pouvait faire pour changer l'opinion de Yumeko et Chizuru lui a dit de trouver la solution par lui-même. Elle lui a ensuite demandé comment il s'adaptait à la vie scolaire et Yuji a admis que même s'il s'amusait, il se sentait toujours comme un imposteur. Chizuru l'a assuré qu'il finirait par s'y habituer et a révélé que, comme lui, les filles s'étaient inscrites à l'école pour certaines raisons. Quelques jours plus tard, alors que Yuji allait à l'école avec Amane et Makina, ils ont aperçu une femme blonde devant la grille. Yuji était prêt à ignorer la femme, mais quand elle l'a appelé, il a demandé aux filles de continuer sans lui. Cette blonde s'appelait Julia et c'était l'agent de liaison de Yuji. Elle a dit qu'elle était venue voir comment il s'intégrait à sa vie scolaire et pour l'avertir de ne pas se faire démasquer. Yuji lui a dit qu'elle n'avait pas besoin de le lui rappeler, alors elle est montée dans sa voiture et a démarré comme si elle auditionnait pour Fast X Partie 2. Quand Yuji est arrivé en retard en classe, Amane a demandé qui était Julia et il lui a dit que c'était sa supérieure de son travail à temps partiel. Intrigué, Amane a demandé en quoi consistait son travail et il lui a dit qu'il était nettoyeur, omettant volontairement quel genre de nettoyage il faisait. Insatisfaite, Amane a continué à poser des questions sur Julia, voulant savoir si Yuji avait une relation avec elle en dehors du travail. Yuji lui a dit qu'il ne sortait pas avec Julia, mais Amane en était convaincue, alors elle a demandé ce qu'il faisait avant d'être transféré dans leur école. Yuji a répondu qu'il vivait au crochet de sa sugar mommy, et quand la femme a cassé sa pipe, il est passé sous la responsabilité de Julia car elles étaient amies. Amane n'arrivait pas à croire qu'il était un gigolo sans vergogne, mais elle était soulagée qu'il n'ait pas de petit ami officiel. Plus tard dans la soirée, quand Yuji est rentré au dortoir, Yumeko s'est approchée de lui en douce et a essayé de le poignarder à nouveau. Yuji lui a rapidement saisi la main dans une poigne de fer, la forçant à lâcher le cutter. Le regard dans ses yeux n'était pas amical, alors quand il a lâché sa main, Yumeko a prudemment reculé. Il a ensuite ramassé le cutter et lui a dit qu'elle était libre de continuer à l'observer car il voulait prouver qu'il n'était pas son ennemi. Cependant, si elle découvrait qu'il était bel et bien un méchant, elle était libre de se déchaîner sur lui à la Chucky. Yumeko était d'accord avec ça et a promis qu'elle découvrirait ce qu'il cachait tôt ou tard. Un autre jour, quand Yuji est rentré au dortoir après son jogging matinal, il a vu Amane s'introduire dans sa chambre. Curieux de ses motivations, il l'a suivie discrètement et a été choqué de voir cette fille renifler ses vêtements comme une harceleuse flippante. Elle est ensuite passée à ses draps et une fois qu'elle a été transportée par l'odeur, elle a commencé à agir comme s'il était là à lui faire l'amour. À ce stade, Yuji en avait assez vu, alors il a signalé sa présence en allant vers le frigo et Amane est devenue tellement gênée. Plus tard, pendant les heures de cours, Sachi a proposé d'acheter des boissons pour tout le monde et Yuji a dit qu'il voulait une boisson non gazeuse. À cause de cela, Makina a dit qu'elle voulait du lait non gazeux, mais Sachi lui a dit que ça n'existait pas. Après le départ de Sachi, Amane a fait remarquer que Makina imitait tout ce que Yuji disait et faisait depuis quelques jours. Michiru était d'accord, mais a dit que ce n'était pas inhabituel, car la fille avait toujours été facilement influençable. Amane a soutenu que ce n'était pas un problème avant, puisqu'elle n'avait appris que des choses normales. Cependant, avec Yuji, elle avait appris à être arrogante et condescendante. Yuji semblait fier de cela, mais il a dit à Makina de surveiller son ton avec les filles, et elle a accepté. Alors que le groupe continuait de discuter, la rabat-joie Yumeko a rappelé à Amane et Makina qu'elles devaient se préparer pour le cours de l'après-midi. Immédiatement après que les deux filles soient sorties en courant, Yuji a fait remarquer à quel point c'était paisible, maintenant qu'Amane ne lui cassait plus les oreilles. Yumeko lui a dit qu'Amane était autrefois très timide et asociale. Cependant, elle a changé après avoir survécu à un accident traumatisant. Yuji fut surpris d'entendre cela, mais il ne posa pas d'autres questions car il savait que Yumeko ne dirait rien. Peu de temps après, Amane et Makina revinrent, et Amane fut surprise de voir que Sachi n'était pas encore de retour. Lorsqu'elle l'appela, la déléguée révéla qu'elle était à la gare en train d'attendre le prochain train pour Hokkaido. Apparemment, elle avait décidé d'aller chercher du lait frais pour Makina et voulait l'obtenir directement à la source. Alors qu'Amane commençait à dire à Sachi de retourner à l'école, Yumeko murmura qu'il n'y avait pas une seule personne normale dans cette classe. Plus tard, Yuji sortit pour lire mais fut distrait par Michiru, qui semblait émettre des sons joyeux. Il se cacha dans les buissons pour la surprendre, pour être lui-même surpris en voyant qu'elle jouait avec un chat et non un amant secret comme il l'avait pensé. Michiru expliqua que le chat l'avait suivi là et ne voulait pas la quitter, peu importe le nombre de fois où elle l'avait chassé. Au lieu de proposer une solution, Yuji tenta de partir, mais Michiru le supplia de l'aider. Incapable de résister aux cris d'une idiote désespérée, il lui dit que les chats détestaient l'odeur des agrumes. Michiru révéla immédiatement que son shampoing était parfumé au pamplemousse, alors il lui dit que ses cheveux étaient son arme. Sur son ordre, Michiru commença à fouetter ses cheveux d'avant en arrière, mais cela ne fonctionna pas.
Le chat grimpa sur sa tête, pensant qu'elle essayait de jouer avec lui. Voyant cela, Yuji lui dit qu'elle devait se débrouiller seule, et tenta de s'éloigner, mais le chat s'enfuit soudainement. Michiru n'était pas contente de cela, mais elle fit semblant d'être heureuse et s'en alla en chantant faux. Le lendemain, Sachi, toute excitée, fit accepter quelque chose à Yuji, et après qu'elle soit partie en courant, Michiru lui demanda s'il était sûr de sa décision. Cependant, il n'avait aucune idée de ce dont elle parlait, car il avait décroché pendant la conversation. Juste à ce moment-là, Sachi revint pour prendre ses mesures, alors il lui demanda à quoi cela lui servirait. Sachi dit que c'était pour la pochette requin qu'elle lui fabriquait, puis elle repartit en courant. Yuji fut choqué, mais il se rappela alors ce qui avait mené à cette conversation au départ. La pochette de Michiru était tombée, et alors qu'elle remettait ses affaires à l'intérieur, elle réalisa que la fermeture éclair était cassée. Sachi apparut soudainement à ses côtés à ce moment-là et proposa de la réparer immédiatement. Elle demanda ensuite à Yuji ce qu'il pensait de la pochette et il répondit qu'elle était mignonne avant de décrocher. Alors, quand Sachi lui demanda s'il aimerait en avoir une, il répondit oui sans s'en rendre compte. De retour au présent, Yuji paniqua et appela Sachi espérant annuler sa demande. Lorsqu'elle apparut, Yuji réalisa qu'il blesserait ses sentiments s'il disait la vérité. Alors, il lui demanda de faire une pochette chien enragé à la place. Sachi accepta joyeusement le changement de commande, puis s'en alla, laissant Yuji frapper contre le mur tout en maudissant ses manières de gentleman. Il était encore en train de faire cela quand Makina tourna le coin. Alors, elle lui demanda quel était le problème. Michiru tenta d'expliquer la situation, mais Sachi revint juste à ce moment-là avec une pochette terminée. Yuji semblait sur le point de s'évanouir de honte, alors Michiru attrapa la pochette et demanda à Makina si elle l'aimait. La jeune fille fut instantanément fascinée par les pierres que Sachi avait utilisées pour décorer la pochette. Alors Yuji demanda à Sachi de la laisser à Makina. Sachi accepta et commença à montrer à Makina, toute excitée, sur quoi appuyer pour faire aboyer le chien. Après qu'elle se soit éloignée, Yuji remercia Michiru d'avoir sauvé son image sociale et promit de la rembourser. Plus tard dans la journée, pendant le cours de sport, Amane se foula la cheville, alors Yuji l'emmena à l'infirmerie. Lorsqu'il eut fini de la soigner, il tenta de partir, mais elle s'accrocha à sa taille, le suppliant de rester. Excédé par son comportement, il lui demanda ce qu'elle voulait, et elle répondit qu'elle voulait qu'il soit son petit ami. Yuji refusa sans hésiter, mais Amane ne se laissa pas démonter, et demanda si elle pouvait être sa grande sœur à la place. Lorsqu'il tenta de refuser à nouveau, elle le fit culpabiliser pour le faire changer d'avis. Le lendemain, au déjeuner, Amane et Makina apportèrent un grand bento à partager avec Yuji. Il tenta de refuser, mais Amane insista, alors il céda et la laissa lui donner la première bouchée. En mâchant, il ne put s'empêcher de ressentir un sentiment de calme, car c'était la première fois qu'il se sentait à sa place quelque part depuis la mort de son maître avec qui il vivait. Quelques jours plus tard, alors que Yuji rentrait au dortoir en courant, il aperçut Michiru sur la falaise, près du phare. Curieux, il s'approcha d'elle et elle lui dit qu'elle admirait la mer, parce que cela lui donnait l'impression que ses problèmes étaient minimes. Alors qu'elle commençait à philosopher, le chat avec qui elle était l'autre jour s'approcha d'elle, laissant croire à Yuji qu'elle était venue là pour lui, mais elle le nia. Finalement, ils s'assirent ensemble et Michiru se mit soudain à parler de la mort et dit à Yuji qu'elle voulait qu'il l'enterre sur cette falaise si elle mourait. Yuji ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose n'allait pas chez Michiru, et cela continua de le tracasser le lendemain. Cependant, il oublia tout cela lorsqu'il remarqua Michiru en train de boire une boisson à la vitamine C. Michiru prétendait que la vitamine C rendait intelligent et dit qu'elle n'en donnerait pas à Yuji car elle avait besoin de toutes ses capacités cérébrales. Après qu'elle se fût enfuie, Yuji se dit que la bêtise de cette fille était innée. Plus tard ce jour-là, alors que tout le monde sauf Michiru se trouvait au salon, Makina dit à Yuji qu'elle pensait que Michiru avait été possédée. C'est parce qu'un instant, elle agissait comme une écervelée sans cervelle, et l'instant d'après, elle était tout à fait intelligente et sérieuse. Les autres filles confirmèrent les dires de Makina, et alors que celle-ci tentait d'en dire plus, la foudre tomba dehors, sursautant Yumeko. Le lendemain, quand Yuji est revenu au dortoir, Amane, Sachi et Makina sont venus l'aborder, et c'est Amane qui lui a demandé un service. Yuji lui dit qu'il ne pouvait pas l'aider pour le moment et commença à se diriger vers sa chambre. À ce moment-là, Yumeko descendit et dit au groupe qu'elle sortait, mais les filles insistèrent pour qu'elle réponde d'abord à une question. Elle voulait savoir si elle pensait que les hommes et les femmes ne pouvaient pas être de simples amis, et Yumeko répondit qu'elle n'en savait rien. Après son départ, Michiru entra, alors elles lui posèrent la même question. Soudain, elle tendit son sac à Sachi et s'enfuit, ignorant Makina qui l'appelait. Le comportement de Michiru inquiéta tout le monde, alors Yuji partit à sa recherche. Il la trouva penchée sur la fontaine du jardin de l'école, mais elle s'emporta contre lui et s'en alla. Pour une raison quelconque, Yuji sentit qu'il ne devait pas la laisser seule.
Il la suivit jusqu'à la falaise et au moment où elle se retourna, Yuji sentit que quelque chose n'allait pas. Il en eut la confirmation lorsqu'elle dit quelque chose d'intelligent. Alors il lui demanda qui elle était. Michiru, ou plutôt Michiru 2, lui dit de ne pas s'inquiéter, puis se mit à parler de la mort. Yuji ne comprenait pas pourquoi elle agissait ainsi, et la jeune fille devant lui continuait de parler par énigme. Après que le chat sur ses genoux se fut enfui, Yuji tenta de partir, mais Michiru lui dit d'attendre et lui demanda s'il avait déjà eu une petite amie. Yuji lui dit que les relations n'étaient pas son truc, alors elle lui demanda s'il avait déjà embrassé quelqu'un et il répondit oui. Intriguée, elle lui a demandé si elle pouvait l'embrasser pour savoir ce que ça faisait et Yuji a accepté. Cependant, il a eu l'air choqué quand elle a fini par poser ses lèvres sur les siennes. Quand elle s'est écartée, elle lui a dit qu'elle ne comprenait toujours pas l'intérêt d'un baiser. Yuji a tenté de lui demander quel était son but, mais elle l'a coupé, disant qu'elle le verrait plus tard, ce qui l'a troublé. L'instant d'après, la vraie Michiru a repris le contrôle et a paniqué en voyant à quel point Yuji était proche d'elle. Cela l'a fait trébucher par accident et toucher une crotte de chien, alors elle s'est mise à hurler sur le chien et son maître. Quand elle a fini, elle s'est essuyé la main et Yuji lui a souhaité un bon retour, ce qui a fait se demander à Michiru si la chaleur lui montait au cerveau. Cependant, elle est soudain devenue sérieuse et lui a demandé si elle lui avait dit quelque chose de bizarre. Yuji lui a rappelé qu'elle était la reine du bizarre et a commencé à s'éloigner, alors elle l'a suivie et s'est mise à l'insulter. Le lendemain, à l'école, Yuji a observé Michiru alors qu'elle embêtait Yumeko et s'est demandé si elle était consciente de son dédoublement de personnalité. Après que Yumeko a donné une chiquenaude sur le front de Michiru et s'est éloigné, Michiru s'est approché de Yuji mais il lui a dit qu'il devait aller quelque part. Alors qu'il commençait à s'éloigner, elle l'a suivi, lui demandant pourquoi il l'évitait. Quand Yuji a refusé de répondre, elle lui a barré la route et a exigé une réponse, alors il lui a dit qu'elle l'avait ausculé. Vu qu'elle était aussi bête que Luffy, Michiru n'avait aucune idée de ce que ce mot signifiait, mais elle a fait semblant et lui a demandé de lui montrer comment elle l'avait ausculé. Yuji lui a demandé si elle était sûre de vouloir qu'il rejoue ce qui s'était passé, et Michiru a confirmé que oui. Cependant, au moment où il s'est approché pour l'embrasser, elle a paniqué et s'est enfuie en hurlant. Elle ne s'est pas arrêtée avant d'arriver dans la cour, et alors qu'elle se remettait de ce qui venait de se passer, le chat errant s'est approché d'elle. Michiru n'était pas d'humeur à jouer, alors elle l'a chassé. Cependant, elle l'a regretté au dernier moment et a essayé de le rappeler. Malheureusement, il l'a ignoré, alors elle s'est mise à le chercher pour lui donner des friandises en guise d'excuse. Quand Yuji est sorti et l'a vu, il a proposé de l'aider, mais ils n'ont pas pu le trouver, même après être allés jusqu'à la falaise. Yuji a assuré à Michiru que le chat reviendrait quand il en aurait envie, et alors qu'il commençait à marcher vers le dortoir, quelque chose a attiré son attention. Yuji a demandé à Michiru de continuer sans lui, et quand il est allé voir, il a découvert que c'était le chat. Quelqu'un l'avait écrasé et l'avait laissé mourir, et malheureusement, Michiru l'a vu parce qu'elle avait suivi Yuji. Quand elle a commencé à paniquer, Yuji a essayé de la calmer, mais la jeune fille ne l'écoutait pas. N'ayant pas le choix, il a couru au milieu de la route et a forcé un taxi à s'arrêter. Malheureusement, le chat est mort sur le chemin de l'hôpital et Michiru a pleuré. Cette nuit-là, quand Yuji est allé voir Michiru dans sa chambre, il a découvert qu'elle avait fait une overdose de médicaments. Il l'a ensuite transportée d'urgence à l'infirmerie, et Chizuru l'a assuré qu'elle s'en sortirait. Le lendemain matin, quand Yuji a ouvert sa porte, il a trouvé Michiru qui l'attendait, alors il lui a demandé comment elle se sentait. Michiru l'a assuré qu'elle allait bien et a même commencé à faire ses poses bizarres pour le prouver. C'est alors que Sachi est arrivé et lui a demandé comment elle allait. Comme Yuji leur avait dit que Michiru avait un rhume, Michiru a répété ce qu'elle avait dit à Yuji et Sachi a dit qu'elle était soulagée d'entendre ça. Amane et Makina ont bientôt rejoint le trio, et Makina a commencé à supplier Yuji de jouer à chat perché avec elle. Yuji a à peine jeté un coup d'œil à Makina avant de reporter son attention sur Michiru qui parlait à Sachi. Plus tard dans la journée, Yuji a retrouvé Michiru sur le toit et lui a dit qu'il savait qu'elle était Michiru B. Lorsqu'il a demandé où était la vraie Michiru, elle lui a dit qu'elle était partie pour toujours et s'en est allée. Ce soir-là, Sachi est venue voir Yuji avec une boîte que Michiru lui avait donnée. Elle a dit que Michiru lui avait ordonné de ne lui rendre la boîte sous aucun prétexte et qu'elle ignorait son contenu. Lorsqu'elle a tenté de scier la boîte plus tôt, elle a réalisé qu'elle dépassait les bornes et a décidé de la lui apporter. Comprenant son dilemme, Yuji a promis de garder le livre. Cependant, après le départ de Sachi, il a forcé la serrure et a été surpris par ce qu'il a vu à l'intérieur. Plus tard, il est allé voir Michiru B et lui a montré le journal intime qui se trouvait dans la boîte. Il s'est avéré que Michiru était consciente de sa seconde personnalité, acquise après une transplantation cardiaque. Ne voyant plus l'intérêt de feindre, Michiru B a révélé qu'elle avait tenté de convaincre Michiru de reprendre le contrôle, mais elle a refusé. La mort du chat l'a profondément blessée, alors elle a cru qu'en restant dans l'abîme, elle ne perdrait plus jamais d'être chère.
Après avoir écouté Michirube, Yuji lui a demandé si elle était prête à laisser revenir Michiru, et elle a répondu par l'affirmative. Satisfait de sa réponse, il a sorti le paquet de bonbons de Michiru de sa poche. Il s'est avéré que c'étaient des pilules et qu'elle les prenait pour garder Michirube sous contrôle. Il pensait que si Michirube les prenait, la vraie Michiru reviendrait. Michirube a tenté de refuser, mais Yuji l'a forcé à prendre les pilules et l'a maintenue sur son lit pour qu'elle ne se blesse pas. Quelques secondes plus tard, la vraie Michiru est revenue, alors Yuji lui a demandé ce qu'elle voulait. Michiru s'est mise à pleurer et lui a dit qu'elle ne voulait plus vivre dans un monde où elle pouvait perdre ses proches à tout moment. Lorsqu'elle a fini de parler, elle s'est évanouie, alors Yuji a promis de l'aider à mourir. Plus tard, quand Michiru s'est réveillée, elle a découvert qu'elle ne pouvait plus bouger et qu'elle était enfermée dans un cercueil. Yuji, qui se tenait à l'extérieur, a révélé qu'il lui avait injecté une forte dose de relaxant musculaire. Cependant, il l'a assuré que l'effet se dissiperait bientôt. Le seul problème serait qu'elle ne pourrait pas sortir, car il allait l'enterrer vivante dans le lieu de repos de son choix. Alors qu'il commençait à pelleter de la terre sur le cercueil, Michiru s'est souvenu de son passé, sur le toit de son école, face à une fille prête à sauter. La jeune fille s'est vite agrippée à la rambarde et a regardé Michiru avec confusion alors qu'elle s'était mise à pleurer. Finalement, les deux filles se sont assises l'une à côté de l'autre côté de la rambarde, et une fois ses larmes essuyées, elles ont ri ensemble. Après ce jour-là, les filles sont devenues les meilleures amies du monde et faisaient tout ensemble. Malheureusement, l'autre fille a fini par sauter quelque temps plus tard et le choc a provoqué une crise cardiaque chez Michiru. En conséquence, elle a été transportée aux États-Unis pour une transplantation cardiaque d'urgence. Cependant, Michiru ne s'est jamais habituée à son nouveau cœur et les choses ont empiré lorsqu'elle a commencé à entendre la voix de son donneur. Ne pouvant plus supporter cette torture, elle a tenté de mettre fin à ses jours et a été envoyée dans une clinique de rééducation. Un jour, elle est tombée pendant une séance de thérapie et les autres patients ont ri. Cependant, au lieu de se mettre en colère, Michiru a décidé de devenir leur bouffon non officiel. De là, elle est devenue une fausse tsundere, s'adaptant pour jouer le rôle de quelqu'un que tout le monde appréciait. Soudain, ce souvenir s'est effacé et elle s'est retrouvée dans un abîme avec son ami décédé. Le visage de la jeune fille était effacé, comme si Michiru ne voulait pas se rappeler son apparence dans ses derniers instants. Alors qu'elle se fixait, la fille a demandé à Michiru de venir avec elle, mais Michiru a refusé. Elle a dit que la fille était morte depuis longtemps et même si elle l'aimait, elle ne pouvait pas être avec elle, car son heure n'était pas encore venue. Dès que ces mots sont sortis de la bouche de Michiru, la fille a disparu, laissant derrière elle ses chaussures et un collage de photos d'elle et de Michiru. Au lieu de prendre les objets, Michiru s'est retourné pour partir et quand l'esprit du chat est réapparu, il semblait heureux. Michiru s'est excusé de l'avoir laissée seule, mais a dit qu'elle allait enfin se concentrer sur son avenir. Elle a ensuite ouvert une porte et s'est retrouvée à l'intérieur du cercueil. Utilisant le peu de force qu'il lui restait, Michiru a forcé le cercueil et a commencé à ramper hors de sa tombe sous la pluie battante. Heureusement, Yuji était là pour l'aider et il a révélé que Michiru avait passé 3 jours à l'intérieur de ce cercueil. Michiru était surprise, mais surtout par le fait que Yuji avait passé ces 3 jours à l'attendre. Il lui a dit que c'était parce qu'il savait qu'elle ne voulait pas vraiment mourir et qu'elle finirait par surmonter son blocage mental. Alors qu'il commençait à s'éloigner, Michiru l'a appelée, lui demandant si elle était vraiment vivante. Une fois que Yuji a confirmé qu'elle l'était, elle a sauté sur son dos et l'a remercié de l'avoir sauvée. Quelques jours plus tard, Yuji a emmené Michirube chez sa famille aux États-Unis parce que c'était ce que la vraie Michiru voulait. Pendant que Michirube parlait à sa famille, Yuji a appelé Julia et l'a remercié de l'avoir aidé à localiser la famille de Michirube. Dès qu'il a raccroché, Michirube s'est précipité dans ses bras et l'a remercié de lui avoir fait ce cadeau inestimable. Quelques jours plus tard, Julia a reçu l'ordre de son supérieur de demander à Yuji de convaincre Yumeko de retourner dans sa famille. Julia a refusé avec véhémence, disant que Yuji n'était ni thérapeute ni conseiller d'orientation. Cependant, lorsque le superviseur a menacé d'envoyer des gens pour effrayer Yumeko afin qu'elle revienne, elle a reconsidéré sa position. Cette même semaine, alors que Yuji et les autres filles jouaient au Monopoly, Yumeko est sortie du dortoir sans leur dire un mot. Presque immédiatement, Yuji a posé ses cartes et l'a suivi, ce qui a poussé Makina à dire qu'il suivait Yumeko comme un petit chien perdu. Amane n'a pas semblé apprécier cela, alors elle a dit à Makina qu'elles allaient de faire du shopping, ce qui a rendu la jeune fille heureuse. Pendant ce temps, Yuji n'a pas caché le fait qu'il suivait Yumeko, alors la jeune fille lui a demandé s'il était soudainement tombé amoureux d'elle. Yuji a ignoré la question et lui a dit de faire comme s'il n'était pas là, mais Yumeko a souligné que son énergie émo n'était pas quelque chose qu'on pouvait ignorer. Il s'est avéré qu'au lieu d'ordonner à Yuji de convaincre Yumeko de rentrer chez elle, Julia lui avait demandé d'agir comme son garde du corps. C'est pourquoi il se tenait actuellement derrière elle pendant qu'elle dessinait au bord de la rivière. Lorsqu'il a complimenté son dessin, Yumeko lui a dit de se mettre son opinion là où je pense.
Juste à ce moment-là, il a commencé à pleuvoir, alors Yumeko a essayé de s'enfuir, mais elle a trébuché et a renversé le contenu de son sac. Pendant qu'ils ramassaient les objets, des hommes en costume les ont entourés et ont dit à Yumeko de venir avec eux. Terrifiée, Yumeko s'est cachée derrière Yuji et quand l'un des hommes a touché l'épaule de Yuji, Yuji lui a appris ce que signifiait l'espace personnel. Voyant cela, les autres hommes ont essayé d'attaquer, mais Yuji les a battus sans effort et s'est enfui avec Yumeko. Cependant, comme la pluie était forte, ils ont cherché refuge sous un pont. Pendant qu'ils attendaient que la pluie se calme, le tonnerre a grondé, effrayant Yumeko qui s'est jetée dans les bras de Yuji. Alors qu'elle tremblait de peur, elle a commencé à lui raconter comment son père avait épousé sa mère parce qu'il voulait un fils. Pourtant, il a eu une fille à la place, et comme le corps de sa mère était naturellement frêle, elle n'a pas pu retomber enceinte. Finalement, la femme est tombée gravement malade et a été confinée dans un hôpital. Yumeko lui rendait visite chaque jour, mais un jour fatidique, la femme lui a dit que les choses auraient été mieux si elle avait été un garçon. Blessée, Yumeko s'est enfuie de l'hôpital et n'a pas cessé de courir jusqu'à ce que ses jambes lâchent. En pleurant, elle a déploré son malheur, disant qu'elle n'avait pas demandé à naître. Dans le feu de l'action, elle a repéré son cutter et, sans réfléchir, elle l'a saisi et s'est coupé les cheveux. Quelque temps après, la maîtresse de son père a donné naissance à un garçon et quand la mère de Yumeko l'a appris, la femme a mis fin à ses jours. Cependant, le nouvel héritier est vite tombé malade et est mort, alors son père a décidé qu'il était temps de la former pour reprendre son entreprise. Cela a poussé les gens à parler d'elle négativement, ce qui l'a forcée à se renfermer davantage. Un jour, elle a blessé une camarade après l'avoir entendu se moquer d'elle, et quand son père l'a appris, il a ouvert une nouvelle école pour la cacher. Lorsqu'elle a fini de raconter son histoire, elle s'est excusée auprès de Yuji de lui avoir déballé ses traumatismes. Il lui a dit qu'il s'en fichait un peu et est parti parce qu'il avait cessé de pleuvoir. Plus tard, les gardes du corps ont rapporté ce que Yuji leur avait fait au père de Yumeko, et l'homme est devenu furieux. Immédiatement, il a appelé Chizuru et a exigé qu'elle expulse Yuji, mais elle a refusé, ce qui l'a encore plus énervé. Il a donc déclaré qu'il enverrait Yumeko à l'étranger et fermerait l'école. Quand Yumeko l'a appris, elle est sortie furieuse du bureau de Chizuru et est allée s'enfermer dans sa chambre de dortoir. Quand les autres ont commencé à la supplier d'ouvrir, son père est arrivé au dortoir avec ses hommes et a exigé que Yumeko vienne avec lui. Yuji est immédiatement sorti pour parler à l'homme et il lui a dit qu'il ne le laisserait pas emmener Yumeko. Chizuru n'était pas loin derrière et quand elle a essayé de calmer le jeu, le vieux de Yumeko l'a coupé et a commencé à se plaindre. Agacé, Michiru lui a dit de la boucler et de quitter les lieux, poussant l'homme à demander à Chizuru si elle élevait des voyous. À ce moment-là, Yumeko est sortie du bâtiment et a dit à son père qu'elle choisirait ses soi-disant voyous plutôt que lui n'importe quand. En la voyant, le père de Yumeko a ordonné à ses hommes de la saisir, mais Yumeko a soudainement sorti une arme et a tiré sur eux, choquant tout le monde. Elle a promis à son père que la prochaine balle serait pour quelqu'un s'il ne reculait pas avec ses hommes. Il a donc dû appeler des renforts. Yumeko s'est ensuite barricadée avec les autres dans le dortoir, refusant de céder aux exigences de son père. Lorsqu'elle a tiré un autre coup vers eux, son père l'a interpellée, disant qu'il avait tout fait pour elle. Yumeko a rétorqué qu'il ne s'était jamais soucié d'elle ou de sa mère, alors il s'est énervé et s'est approché. Yumeko lui a dit de reculer, mais il n'a pas écouté, alors elle lui a tiré dans l'épaule. Lorsqu'elle a tenté de tirer à nouveau, elle a découvert qu'elle n'avait plus de munitions. Immédiatement, Julia a ordonné à ses hommes d'intervenir et de désarmer Yumeko. Imperturbable, Yumeko a sorti une grenade et, les larmes aux yeux, a dit à son père de vivre comme si elle n'avait jamais existé. Après l'explosion de la grenade, le père de Yumeko s'est précipité dans le dortoir, espérant qu'elle allait bien, mais il a trouvé son corps sans vie. Alors qu'il commençait à hurler et à pleurer, Julia a ordonné à ses hommes de l'emmener à l'hôpital. Quelques jours plus tard, Yuji est allé parler au père de Yumeko sur sa tombe et lui a demandé pourquoi l'école restait ouverte. En réponse, l'homme lui a montré la lettre que Yumeko avait laissée, demandant à son père de garder l'école ouverte même si elle mourait. Il a dit que c'était la première et dernière chose que Yumeko lui ait demandé. Il ne pouvait donc pas refuser car il avait déjà échoué en tant que père. Avant de partir, il a remercié Yumeko d'être sa fille et a dit qu'il était fier d'elle. À son insu, Yumeko était cachée derrière un arbre et elle avait entendu tout ce qu'il avait dit. Plus tard, Yuji est allé voir Julia et on a découvert que c'est lui qui avait imaginé le plan de la fausse mort. Ce jour-là, sous le pont, il avait remarqué que les hommes du père de Yumeko les surveillaient, alors il lui a montré une note promettant de l'aider. L'arme qu'elle a utilisée contre son père contenait une vraie balle, que Yumeko a tirée comme coup de semonce. La balle qui a touché son père provenait du fusil de précision de Yuji et le corps vu après l'explosion était un faux. De retour au présent, Julia a dit qu'ils avaient récupéré toutes les vidéos de surveillance, donc personne ne trouverait rien en vérifiant. Elle a ensuite remis à Yumeko son nouveau livret de famille et lui a conseillé de se faire discrète pendant un moment.
Le lendemain, Yumeko est retournée au bord de la rivière pour dessiner, et même s'il n'y était pas obligé, Yuji l'a suivie. Pendant qu'elle travaillait, il lui a dit qu'elle semblait différente et Yumeko a simplement souri avec gratitude. La semaine suivante, alors que Makina et Sachi regardèrent la télé, Makina a suggéré de compter jusqu'à 10 000 dans le bain car le présentateur en avait parlé. Étonnamment, Sachi a pris ces mots au pied de la lettre et a compté dans la baignoire jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. Heureusement, les autres l'ont trouvée et se sont occupés d'elle dans sa chambre. Makina se sentait coupable, alors Amane l'a prévenue de ne rien suggérer à Sachi, car la fille était assez bête pour essayer. Quand les filles sont sorties chercher quelque chose, Yuji a entendu Sachi marmonner dans son sommeil et a été choqué. Le lendemain, alors que Sachi remerciait les filles de s'être occupées d'elle, il était parti vérifier ses soupçons. Plus tard, Chizuru a laissé les filles réviser leurs examens, mais Michiru, qui avait juré de rester idiote, a commencé à se plaindre. Elle est même allée jusqu'à demander à Sachi de faire disparaître tous les tests, ce qui lui a valu une bonne gifle derrière la tête de la part d'Amane. Cette dernière l'a prévenue d'arrêter de dire des bêtises, mais à la surprise générale, Sachi a promis d'exaucer la demande de Michiru. Après l'école, Amane a frappé à la porte de Sachi, mais celle-ci n'a pas répondu, ce qui l'a inquiétée. Avant qu'elle ne sache quoi faire, Yuji est revenu, alors elle s'est assise avec lui dans le salon et a tout expliqué. Yuji a dit que tout le monde savait que la bouche et le cerveau de Michiru étaient déconnectés, donc prendre ses paroles au sérieux était hors de question. Amane a acquiescé, mais a rappelé à Yuji l'incident de la baignoire. Yuji a alors promis de parler à Sachi, et Yumeko a dit que c'était l'une des décisions les plus intelligentes qu'il ait jamais prises. Après cela, les filles ont décidé de se retirer pour la nuit, mais Yumeko s'est arrêtée dans les escaliers pour parler à Yuji d'une rumeur qu'elle avait entendue. Apparemment, une fille avait mis le feu à son école pour empêcher un examen d'avoir lieu, et elle voulait savoir s'il pensait que Sachi irait aussi loin. Yuji lui a dit que Sachi était une fille intelligente. Cependant, si elle prenait des décisions drastiques, il gérerait la situation. Plus tard cette nuit-là, après que tout le monde soit allé se coucher, Sachi s'est tenue devant son placard, se disant qu'elle devait être une fille sage. Pourtant, elle s'est quand même faufilée hors du dortoir et est allée à l'école pour prendre des mesures. Dans les jours qui ont suivi, tout le monde a révisé pour les examens, mais Yuji gardait un œil sur Sachi. À juste titre, car la fille se prenait pour Walter White dans sa chambre chaque nuit. La veille de l'examen, elle ne s'est pas présentée en classe, ce qui a inquiété Amane et Makina. Cette nuit-là, Sachi s'est introduite dans l'école et a placé ses bombes artisanales à des endroits stratégiques. Quand elle a fini, elle a déclenché le minuteur, mais a été surprise et a rapidement caché la télécommande quand les autres filles sont entrées. Elles lui ont dit que Yuji leur avait demandé de venir là et se demandait pourquoi il avait besoin d'elle. Sachi a immédiatement essayé de désactiver ses bombes, mais la commande n'a pas fonctionné et c'est là que la panique l'a gagnée. Elle a nerveusement suggéré aux autres de retourner au dortoir, mais les filles ont refusé, disant qu'elles devaient attendre Yuji. Michiru a même posé sa jambe sur le bureau où Sachi avait caché une bombe, et le comportement de Sachi a changé. Elle a désespérément essayé de convaincre les filles de partir, ce qui a poussé Yumeko à demander si elle cachait quelque chose. Sachi a nié, mais quand Amane s'est approchée d'elle, elle a repoussé sa main et l'a bousculée. Voyant cela, les autres ont commencé à demander si elle se sentait bien, mais Sachi n'a pas répondu et a continué d'insister pour qu'elles sortent toutes. Quand Michiru a essayé de descendre du bureau sur lequel elle était assise, la maladroite a accidentellement fait tomber celui contenant la bombe et a fini par faire tomber d'autres bureaux avant de se cogner la tête contre le tableau. Son petit accident a permis à Sachi de cacher la bombe avec son corps, mais elle a continué à crier aux autres de partir car les bombes allaient exploser. Étonnamment, elles n'ont pas explosé et l'instant d'après, Yuji est entré dans la salle de classe. Il a remercié les filles d'être venues à sa réunion improvisée, mais leur a ensuite demandé de retourner au dortoir, disant qu'il suivrait peu après avoir nettoyé avec Sachi. Michiru a immédiatement commencé à se plaindre, disant que Yuji voulait être seul avec Sachi pour pouvoir faire des choses coquines avec elle, mais Yumeko lui a dit de se taire. Après le départ des filles, Yuji a révélé à Sachi qu'il avait trafiqué les bombes. La fille était si choquée et soulagée qu'elle s'est fait pipi dessus, alors il lui a laissé un peu d'intimité pour se changer. Une fois qu'il a eu fini, il lui a dit qu'il était allé dans sa ville natale et Sachi a demandé s'il s'était enfin souvenu d'elle. Il s'est avéré que lorsqu'elle était plus jeune, ses parents n'avaient jamais de temps pour elle, alors elle passait son temps au terrain de jeu. Un jour, elle a rencontré Yuji, et les deux se sont liés d'amitié à cause de leur solitude. Cependant, au fil du temps, Yuji a cessé de se rendre au parc. Le jour de son anniversaire, ses parents lui ont dit qu'ils avaient pris congé pour passer la journée avec elle, mais Sachi s'est fâchée. Elle trouvait injuste de leur part d'essayer de se racheter ainsi et s'est précipitée hors de la maison. Ce n'est qu'après être restée assise au terrain de jeu pendant des heures qu'elle a réalisé à quel point elle était déraisonnable. Juste au moment où elle décidait de rentrer, elle entendit ses parents l'appeler, alors elle courut vers eux. Malheureusement, ils furent renversés par un camion sous ses yeux et le choc lui fit perdre connaissance. Sa mère tomba dans le coma, mais son père ne survécut pas.
De retour au présent, Sachi se sentait coupable de ce qui était arrivé, et c'est pourquoi elle avait juré de toujours obéir. Yuji lui a dit qu'il n'y avait vraiment aucun mal à être un peu égoïste de temps en temps, parce que c'était justement son égoïsme qui l'avait aidé à oublier tous ses soucis, ne serait-ce que pour un petit moment. Il ajouta que ses parents ne la trouvaient pas égoïste et lui demanda de ne pas être trop dur envers elle-même. Bouleversée, Sachi se mit à pleurer, et quand elle serra Yuji, il lui apporta le réconfort qu'elle cherchait. Plus tard, ils rassemblèrent les bombes dans la cour et les firent sauter, mais pour masquer l'explosion, Yuji tira un feu d'artifice. Le lendemain, Yuji emmena Sachi à l'usine de ses parents et elle fut surprise de voir le mur décoré pour son anniversaire. Ses parents avaient prévu de l'y emmener ce jour-là, mais à cause de l'accident, ils ne l'ont jamais fait. Après avoir lu leurs lettres, Sachi fondit en larmes, mais cette fois-ci, ce n'étaient pas des larmes de tristesse. Plus tard, en rentrant au dortoir, Sachi dit à Yuji qu'elle essaierait de voir sa mère plus souvent. Elle lui demanda alors de la serrer et il le fit parce que c'était un type bien. Quelques jours plus tard, Yuji fit face à Makina dans le jardin après qu'elle lui ait envoyé un mail pour qu'il soit son père. Makina l'assura qu'elle était saine d'esprit en écrivant ce mail, puis elle fit officiellement sa demande. Plus tard, de retour au dortoir, il informa les filles qu'il était le père de Makina, ce qui poussa Michiru à demander qui était son dealer. D'un autre côté, Amane pensa qu'il jouait à un jeu, mais Makina l'assura que ce n'était pas le cas. Yuji le confirma aussi et dit à Makina qu'il ferait de son mieux pour faire d'elle une adulte accomplie. Il partit ensuite prévenir Julia et elle fut tout aussi choquée que les filles l'avaient été juste avant. Yuji expliqua qu'il ne pouvait pas refuser la demande de Makina car elle lui avait offert 70 millions. En entendant cela, Julia dit qu'elle n'était pas surprise car Makina venait d'une longue lignée de politiciens. Hélas, son père était décédé il y a quelques années dans un accident, du moins c'est ce qu'on racontait. Cela fit réaliser à Yuji qu'il y avait un secret de famille, alors il demanda à Julia tous les dossiers sur la mort de cet homme. Julia lui dit que les dossiers étaient reclassés, mais Yuji la supplia de les lui obtenir quand même. Le lendemain, Yuji était dans le bureau de Chizuru pour examiner les dossiers envoyés par Julia sur la famille de Makina. Chizuru lui dit que la grand-mère de Makina détenait tout le pouvoir et que le père de Makina s'était marié dans la famille. Mais il ignorait leur passé de corruption, et quand il l'apprit, il tenta de les dénoncer. Hélas, il mourut dans un prétendu accident avant de parler. Cet accident eut lieu vers l'époque de l'enlèvement de Makina, et après son sauvetage, elle devint aphasique suite à un choc mental. À cause de cela, sa famille l'a jeté comme un vieux déchet et a nommé sa petite sœur comme nouvelle héritière. Après avoir quitté Chizuru, Yuji rejoignit les filles qui jardinaient, et Makina courut lui parler du pommier qu'elle venait de planter. Quelques heures plus tard, Chizuru termina enfin le dernier cours de ce semestre, et à peine sorti, Makina se mit à célébrer sa liberté retrouvée. Cependant, Yuji a gâché sa joie en lui rappelant qu'elle avait accepté de s'entraîner et d'étudier avec lui. Amane lui a dit d'être plus indulgent, mais Yuji a répondu qu'aucune de ses filles ne deviendrait une autre Sakura. Le sérieux de ses paroles a poussé Michiru à le traiter de dictateur, mais Yuji l'a ignoré. Dès le lendemain, il a commencé l'entraînement de Makina et bien que la fille soit douée, elle ne faisait pas le poids face à Yuji. Dans l'après-midi, Amane a demandé à Yumeko si elle avait vu le duo père-fille et Yumeko a répondu que non. Cependant, elle a dit à Amane que Yuji avait utilisé son ordinateur pour commander des trucs. À ce moment-là, Yuji apprenait à Makina à être une tireuse d'élite pour des raisons que lui seul connaissait. Son premier tir a manqué sa cible, alors il lui a expliqué quoi faire et elle a atteint la cible au coup suivant. Juste à ce moment, Yumeko est arrivée, alors Yuji est allé la gronder pour avoir marché dans son champ de tir. Apparemment, il avait mis des drapeaux rouges pour indiquer une zone interdite, mais Yumeko a demandé comment elle était censée le savoir. Ils ont alors commencé à se disputer et Yumeko a exigé de savoir quelle chose folle il enseignait à Makina. Sur ce, il a amené Makina et le fusil, et Yumeko a réalisé qu'il avait commandé l'arme avec son ordinateur. Quand il lui a demandé si elle voulait essayer, Yumeko lui a dit qu'elle préférait les jeux intellectuels. Cela a poussé Makina à dire qu'elle était une vieille peau ennuyeuse, alors Yumeko lui a tiré les joues pour lui montrer qu'elles étaient aussi méchantes. Quelques jours plus tard, Yuji et Makina ont déposé Amane à la gare, car la jeune fille rentrait chez elle pour l'été. Avant de partir, Amane a fait le discours de la grande sœur à Makina et Makina a promis d'être sage. Plus tard dans la journée, Makina s'est lassée de ses devoirs et a demandé à Yuji s'il avait prévu de voyager. Yuji a dit qu'il pensait aller chez son maître pour faire du ménage, alors Makina a suggéré d'y aller immédiatement. Elle s'est ensuite précipitée pour préparer le déjeuner et Yuji a décidé que ce ne serait pas une mauvaise idée de l'emmener. Finalement, ils sont montés sur la moto d'Amane et en route vers leur destination, Makina a interrogé Yuji sur son maître.
Il a dit qu'elle l'avait recueilli car son père adoptif était un homme mauvais et au fil des ans, elle lui a appris à survivre seule. Peu après que Yuji a fini son histoire, ils sont arrivés chez son maître. Ils ont donc nettoyé avant que Yuji n'emmène Makina se recueillir. Comme il était tard, ils ont passé la nuit au chalet et Yuji a appelé Julia pour la prévenir. Quelques jours plus tard, Makina revenait du magasin quand elle a aperçu sa sœur, Sarina, dans la rue. Le père de Sarina était différent de celui de Makina, et Makina n'avait découvert son existence que par hasard. Cependant, elle aimait l'idée d'avoir une petite sœur, alors elle s'éclipsait toujours en douce pour la voir. Malheureusement, c'est lors d'une de ses visites non autorisées que Makina s'est fait enlever. Désormais, Makina ne pouvait que passer devant elle, car la jeune fille ignorait toujours son existence. Sarina est ensuite montée en voiture, mais dès que le chauffeur a mis le contact, la voiture a explosé, projetant Makina au loin. Plus tard au dortoir, Sachi est sortie de la chambre de Makina après l'avoir soignée et a informé Yuji qu'elle allait bien. Quand il est entré, il a trouvé Yumeko assise à son chevet et a demandé s'ils pouvaient échanger leurs places. Yumeko a accepté, mais avant de partir, elle a dit à Yuji que ses sources confirmaient que Sarina, et non Makina, était la cible principale. Alors que Yuji était au chevet de Makina, elle s'est réveillée et a demandé des nouvelles de sa sœur. Il lui a dit que Sarina avait été emmenée à l'hôpital et lui a promis qu'elle allait bien. Makina a ensuite demandé à Yuji s'il la quitterait un jour, et il l'a rassurée, alors elle a pleuré de soulagement. Après qu'elle se soit rendormie, Yuji a quitté la pièce, mais il a reçu un message de Julia lui demandant de venir au quartier général. À son arrivée, elle lui a remis les détails de sa nouvelle mission, et Yuji a été choqué de découvrir que Makina était la cible. Quelques heures plus tard, Julia et le reste de son équipe ont commencé à essayer de localiser Yuji. Il s'est avéré qu'après que Julia lui a remis le dossier de mission, Yuji a fait semblant de l'accepter. Cependant, dès le lendemain matin, il a fait faire ses bagages à Makina et a expliqué aux filles qu'elle était en danger. Les filles n'ont pas insisté pour avoir des détails, mais elles leur ont souhaité bonne chance. Sachi a même donné à Makina le pommier qu'elle avait planté à l'école l'autre jour en lui disant de bien le rapporter. Alors qu'il s'éloignait, Yuji a demandé à Makina si elle comprenait les conséquences de ce qui se passait. Makina lui a dit de ne pas la prendre pour Bob l'éponge et l'a assuré qu'elle savait que sa vie était en jeu. Cependant, elle a dit que cela ne la dérangeait pas tant que les gens gardaient un bon souvenir d'elle. La seule chose qui la rendait triste était de ne pas avoir pu dire au revoir à Yumeko. Yuji lui a demandé de regarder le toit de l'école et elle a aperçu Yumeko qui les observait, ce qui l'a ravie. Bientôt, ils sont arrivés en ville, mais Yuji a repéré la voiture de Julia garée à proximité, alors il a demandé à Makina de l'attendre. Il est ensuite allé se poster près de la voiture pour attirer l'attention de Julia, l'air de rien. La femme lui a demandé s'il allait vraiment s'opposer à l'organisation et Yuji a confirmé que oui. Julia a souligné que peu importait qu'il fasse le travail ou non, car la famille de Makina continuerait à la poursuivre. Curieux, il a demandé pourquoi sa propre famille voulait sa mort après l'avoir rejetée quand elle en avait le plus besoin. Julia a raconté que Makina était née avec une mémoire photographique et qu'avant son enlèvement, elle était tombée par hasard sur les journaux que son père avait volés pour dénoncer sa mère. Après qu'elle soit tombée malade, ils ont décidé que cela n'avait plus d'importance. Cependant, après ce qui était arrivé à sa sœur la veille, Makina avait appelé sa mère pour la menacer. Au lieu de résoudre le problème, la femme a décidé de se débarrasser de sa propre fille comme elle l'avait fait avec son mari. Après que Julia a fini de parler, Yuji a dit que toutes les méchantes marâtres de Disney devraient en prendre des leçons de la mère de Makina. Il a également juré de protéger Makina au péril de sa vie et a dit à Julia qu'elle était libre de le poursuivre. Sur ce, Julia est partie en trombe et Yuji lui a murmuré des excuses. Le lendemain matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner, leurs voisins faisaient du sport bruyamment et Makina a frappé au mur. Yuji lui a conseillé d'arrêter si elle ne voulait pas être traumatisée à vie, alors Makina a écouté. Elle lui a ensuite demandé sur quoi il travaillait et il lui a répondu que c'était un jouet spécial. Plus tard, les gens de Julia ont intercepté un appel de Yuji, mais Julia a compris qu'ils testaient leur rapidité. Sans surprise, elle avait raison. Lorsque les agents sont arrivés sur les lieux, Yuji était ailleurs en train de les observer. Après leur départ, il est sorti de sa cachette et est retourné au repère, ignorant l'agent resté sur place pour le surveiller. Cette nuit-là, toute une escouade a été déployée sur les lieux et tous les autres résidents ont été évacués. À leur insu, Yuji et Makina se cachèrent dans le congélateur, attendant le bon moment pour s'échapper. Quand l'escouade arriva à leur chambre, ils virent que Yuji avait relié une bombe artisanale à la porte. Une fois désactivée, ils ouvrirent la porte et furent frappés par un gaz puissant. Heureusement, ils étaient revenus préparés avec des masques à gaz. Ils purent donc entrer sans problème pour réaliser qu'ils s'étaient fait avoir. Alors qu'ils commençaient à regarder autour d'eux, ils repérèrent un jouet suspendu au plafond. Mais avant que Julia ne puisse les prévenir, le jouet explosa. Pendant le chaos qui suivit, Yuji et Makina se firent passer pour des agents et volèrent l'un de leurs fourgons.
Le fourgon n'avait pas de traceur, donc les gens de Julia ne purent pas le suivre. Finalement, Yuji et Makina arrivèrent dans un parking souterrain. Juste au moment où ils allaient abandonner le fourgon, Makina réalisa qu'elle avait oublié sa plante à l'ancienne planque. Elle supplia Yuji d'y retourner pour la chercher, mais il lui dit que c'était trop risqué. Comme elle insistait, il promit de la récupérer dans la salle d'épreuve dès qu'il en aurait l'occasion. Pendant ce temps, Julia apprit que Yuji et Makina avaient disparu sans laisser de traces, ne laissant que la plante derrière eux. La secrétaire lui remit aussi une note d'un certain professeur qui leur ordonnait de rapporter la plante là où ils l'avaient prise. La secrétaire ne comprenait pas pourquoi, mais Julia dit que le professeur ne leur avait jamais donné de mauvais conseils auparavant. Peu de temps après, Yuji a désarmé l'agent qu'il avait repéré, et lorsqu'il est revenu à la nouvelle planque, il a découvert que Makina était partie. Elle était retournée chercher sa plante, mais était tombée dans une embuscade de l'organisation. Elle réussit à maîtriser le premier gars, mais son partenaire lui tira dessus, puis commença à la frapper car c'était une personne horrible. Makina restait là, pleurant pour Yuji, quand l'instant d'après, elle entendit sa voix. Il l'assura qu'elle ne mourrait pas, puis s'occupa de ses agresseurs. Quand il l'atteignit enfin, Makina lui dit qu'elle avait froid, alors il lui dit de tenir bon jusqu'à l'hôpital. En sortant du bâtiment, il tomba sur Julia, qui venait d'arriver, et elle exigea qu'il lui remette Makina. Yuji refusa d'abord, mais Julia lui fit réaliser qu'elle était le meilleur espoir de survie de Makina. Des heures plus tard, Makina était dans un lit d'hôpital pendant que sa mère essayait de la réveiller. Comme elle ne répondait pas, la femme cruelle demanda à Julia si les organes de Makina étaient tous intacts. Julia confirma que oui, alors la femme lui dit que Makina serait une donneuse d'organes pour Sarina, toujours dans un état critique. Cette nuit-là, Yuji s'introduisit dans le bureau de la mère de Makina, l'élimina sans hésiter, puis s'en alla comme s'il n'y était pour rien. Étonnamment, quand la nouvelle tomba, il fut rapporté que l'assassin s'était donné la mort. Julia dit ensuite à sa secrétaire qu'ils avaient conclu un accord avec la famille de Makina après qu'elle leur ait fourni les infos du registre. Yuji fut aussi blanchi de toutes les accusations par l'organisation. Julia le déposa donc à l'hôpital. Makina était ravie de le retrouver et quand ils retournèrent à l'école, les filles les accueillirent avec des sourires. Quelques jours plus tard, Julia ramena Yuji à l'école en pleine nuit et l'embrassa sur la joue avant qu'il ne descende. Une fois qu'elle fut partie, Yuji se retourna pour entrer et trouva Sachi, choquée, qui le fixait. Après avoir clarifié les choses avec elle, il alla au dortoir et vit qu'Amane s'était installée pour repasser ses vêtements. Yuji la remercia et lui dit qu'elle pouvait partir car il voulait prendre un bain, mais elle refusa, disant qu'elle lui ferait à dîner. Cela l'a poussée à demander pourquoi elle s'accrochait à lui comme une femme au foyer désespérée, et Amane lui a dit que c'était par amour. Bien sûr, Yuji ne croyait pas que Cupidon ait gaspillé ses flèches sur une fille cultivée comme Amane, mais elle a juré n'avoir aucune arrière-pensée. Après son bain, elle lui a servi le dîner et pendant qu'il mangeait, elle a reçu un email de Sachi. Il y avait une photo de Julia embrassant Yuji sur la joue, alors Amane a exigé de savoir pourquoi il batifolait ainsi. Yuji lui a rappelé que Julia était sa patronne et Amane s'est calmée presque immédiatement, ce qui l'a surpris. Cependant, elle l'a taquiné, disant qu'elle pardonnerait son indiscrétion s'il l'embrassait, alors il l'a fait. Le baiser a duré quelques secondes, et quand il s'est écarté, Amane a timidement révélé à Yuji que c'était son premier. Yuji a essayé de paraître compréhensif, lui disant que c'était pareil pour lui, mais Amane l'a traité de menteur. Yuji s'est alors excusé, a admis qu'il l'avait embrassée par envie, et lui a dit qu'il accepterait son amour. En d'autres termes, elle pourrait devenir sa petite amie, mais il ne serait pas son petit ami. Il a dit qu'Amane était libre de refuser sa proposition, mais que si elle acceptait, elle devait remplir 2 conditions. Premièrement, s'il disparaissait soudainement, elle ne pleurerait pas pour lui. Et deuxièmement, elle devait l'oublier d'ici 1 an. Amane y a réfléchi pendant quelques secondes, puis a dit à Yuji qu'elle acceptait ses conditions. Cependant, elle a demandé s'il avait des sentiments pour elle. Yuji a admis ressentir quelque chose, mais comme il ne comprenait pas les émotions, il ne savait pas comment appeler cela. Amane s'est sentie si soulagée en entendant sa réponse qu'elle a senti ses jambes se dérober et ne s'est pas relevée. Yuji l'a juste regardé passer par toutes les émotions, et quand il a essayé de l'aider, elle a demandé s'il voulait consommer leur relation. Elle a dit ça avec un visage impassible, mais ses mains tremblaient, alors Yuji lui a tapoté la tête et lui a dit d'arrêter de faire la dure. Il s'est ensuite accroupi à sa hauteur et lui a demandé la vérité sur la raison pour laquelle elle voulait tant être avec lui. Amane a raconté son habituelle histoire de coup de foudre, mais soudain elle s'est mise à pleurer et a dû tout avouer. Elle a dit que dès qu'elle l'avait rencontré, elle savait qui il était, car sa sœur, Kazuki, était dans le même accident qu'elle. Choqué, Yuji a demandé pourquoi elle ne le lui avait pas dit plus tôt, et Amane a admis que c'était par peur. Elle s'est ensuite levée et lui a dit qu'elle devait lui montrer quelque chose. Quelques instants plus tard, elle est revenue avec son vieux journal intime où elle avait écrit les événements passés. Ils revenaient d'un camping quand les pneus de leur bus ont crevé et que le bus a basculé d'une falaise.
Quand Amane a repris connaissance, elle était allongée sur Kazuki et la jeune fille n'était pas ravie de lui servir de coussin. Amane n'arrêtait pas de s'excuser pour le dérangement occasionné, mais Kazuki lui a clairement dit que si elle ne s'arrêtait pas, elle la giflerait pour la faire taire. Les deux ont ensuite réussi à sortir du bus et Kazuki a demandé à Amane qui elle voulait sauver en premier dans le groupe. Amane ne pouvait pas décider, alors Kazuki a dit qu'elle devrait d'abord aider la capitaine car elle la détestait. Cette raison a troublé Amane, alors Kazuki a expliqué qu'en sauvant son ennemi d'abord, elle n'aurait plus à s'en soucier. Plus tard, les filles ont réussi à sortir les survivants du bus, mais certaines étaient de blessés et leur professeur était inconscient. Kazuki a ensuite demandé à la capitaine ce qu'elle devait de faire, car attendre de l'aide était hors de question. La fille a dit qu'elle ne savait pas, mais quand Kazuki a proposé de prendre les choses en main, la capitaine s'est emportée. Elle a dit que si quelque chose tournait mal après une décision de Kazuki, c'est elle qui devrait en répondre. Kazuki lui a dit d'arrêter de traîner et d'agir en chef. Agacée, elle est partie et a ordonné à l'une des filles de prodiguer les premiers soins à tout le monde. La fille a dit qu'elle ne savait pas faire, mais la capitaine a insisté. À ce moment, Kazuki a demandé à explorer la zone et a été refusée. Mais elle n'a pas cédé et a dit à la capitaine qu'Amane l'accompagnerait. Les deux filles sont parties chercher du réseau mais n'en ont pas trouvé. Kazuki a sorti une boussole, mais le terrain rocheux l'a fait dérailler. Réalisant que grimper était impossible, elles sont rentrées au camp, déçues. Voyant que la fille n'avait soigné personne, Kazuki s'est disputé et a pris le relais. En enfilant une aiguille, Amane a demandé si elle avait déjà recousu quelqu'un, Kazuki a dit non. Plus tard, Kazuki a soigné tous les blessés, mais Amane a vu que le bras de Kazuki l'était aussi. Elle s'est excusée, se croyant coupable, mais Kazuki a expliqué s'être blessée avec sa ceinture. Amane s'excusant encore, Kazuki lui a dit qu'elle lui serait redevable pour l'instant. Bientôt, le professeur s'est réveillé et les filles se sont réunies autour de lui. Kazuki a suggéré de bouger car leur vivre ne durerait pas longtemps. La capitaine s'est emportée et a dit à Kazuki que si elle voulait mourir, elle n'avait qu'à y aller. Plus tard, le prof a couvert les morts et la capitaine a partagé tente et nourriture. La nuit tombée, Amane et Kazuki ont discuté dehors avant que Kazuki ne rentre. Amane est restée dehors un moment, se demandant ce qui allait leur arriver. Le lendemain, Amane s'est réveillée seule et est partie chercher Kazuki dans la forêt. Alors qu'elle l'appelait, Kazuki est sortie des buissons et lui a dit de baisser d'un ton. Elle a expliqué qu'elle était allée se soulager et cueillir des plantes comestibles. Amane l'a suivie en lui disant de ne plus s'éloigner sans prévenir car elle s'inquiétait. Kazuki fut surprise, mais a promis de prévenir la prochaine fois qu'elle ferait l'exploratrice. Plus tard, alors que les autres cherchèrent du réseau, Amane a aidé Kazuki avec les blessés, mais une fille l'a prise à part pour lui donner un conseil pour gérer Kazuki si elle était de mauvaise humeur. Elle a alors murmuré quelque chose à l'oreille d'Amane, la faisant rougir. En arrivant à la tente, Amane a trouvé Kazuki désinfectant la plaie d'une fille au ventre. Kazuki lui a demandé de changer la serviette d'une autre fille, qui l'a ensuite remerciée. Kazuki a bien insisté auprès de sa jeune patiente pour qu'elle ne gratte surtout pas ses points de suture, afin d'éviter que la plaie ne se rouvre. Puis, toutes les deux, Amane et Kazuki, sont allés chercher de l'eau à un ruisseau tout proche. C'est là qu'Amane a demandé si c'était vraiment une bonne idée de travailler en binôme ainsi. Kazuki lui a répondu que oui, parce qu'en travaillant en groupe, les avis ont tendance à diverger. Certaines personnes peuvent se relâcher et au final, rien n'avance vraiment. Ça a fait marmonner quelque chose à Amane, alors Kazuki lui a dit de parler plus fort si elle n'était pas d'accord avec ce qu'il disait. Amane a dit qu'elle était d'accord car Kazuki avait toujours raison, mais Kazuki n'a pas aimé. Elle a dit à Amane que si elle se sentait mal à l'aise d'être avec elle, elle était libre de partir. Mais Amane a nié. Soudain, elle s'est rappelé les conseils des autres filles. Alors, elle a dit à Kazuki qu'elle l'avait choisie, car parmi tout le monde, c'était elle qu'elle appréciait le plus. Kazuki a tout de suite été troublée en entendant cela, mais s'est détournée, essayant de paraître dure et nonchalante. Amane l'a vite remarqué et a commencé à la taquiner, et comme Kazuki ne cédait pas, elle a tenté de l'embrasser. Cela a fait tomber Kazuki dans l'eau. Mais quand Amane a voulu s'excuser, Kazuki l'a fait taire et lui a dit d'écouter. Presque aussitôt, on a entendu un hélicoptère passer au-dessus d'elle et les filles ont couru vers le camp. Les autres filles essayaient déjà d'attirer l'attention du pilote, mais on n'entendait pas leur voix. En dernier recours, Amane a klaxonné avec le bus, mais ça n'a pas marché et l'hélicoptère s'est éloigné. Le lendemain, les corps de leurs camarades morts ont commencé à sentir, alors le professeur les a enterrés en forêt. Plus tard, alors qu'Amane et Kazuki cueillirent des herbes en forêt, Kazuki lui a dit qu'elle avait un petit frère. Elle a dit qu'elle avait de la peine pour lui car tout le monde, même leurs parents, le comparait toujours à elle. À l'évocation de ses parents, Amane est devenue nostalgique et a pleuré, disant qu'elle voulait rentrer.
Kazuki l'a serrée dans ses bras et a promis de la ramener quoi qu'il arrive. Le 4e jour, elles ont rationné la nourriture, et cette nuit-là, il a plu fort, les forçant à se retirer. Le 6e jour, Amane et Kazuki ont trouvé la fille chargée de la nourriture en train de paniquer dans sa tente. Elle a dit qu'il manquait une carotte et Kazuki a supposé que quelqu'un l'avait volée. Cependant, lancer une chasse aux sorcières provoquerait une panique générale. Pour régler le problème, elle a coupé toutes les carottes et en les réarrangeant, il y avait exactement 11 morceaux. Amane et la fille ont été surprises et ont demandé à Kazuki si elle était magicienne, mais elle a dit que non. Elle a expliqué qu'elle avait déplacé les pièces un peu comme un puzzle en fait, mais la jeune fille, elle, se fichait bien des détails et l'a juste remercié de l'avoir sauvée. Le 7e jour, quand Amane est allée porter de l'eau dans la grande tente, elle a vu la capitaine s'énerver contre la blessée. Elle refusait de manger sa nourriture. Et quand la capitaine a insisté, Kazuki lui a dit qu'elle agissait comme un dictateur. Elle lui a demandé de partir, alors la capitaine est partie furieuse, laissant Kazuki et Amane s'occuper des filles. Ensemble, elles ont changé les bandages de la première jeune fille et après son départ, Kazuki s'est excusé auprès de l'autre de ne pas avoir remarqué sa détresse plus tôt. La fille a supplié Kazuki de la laisser seule, mais elle a refusé et a demandé à Amane de faire bouillir de l'eau. Il s'est avéré que la fille s'était souillée et qu'elle était trop gênée pour le dire à qui que ce soit. Amane n'a pu s'empêcher d'avoir de la peine pour elle et quand elle a pleuré, Kazuki lui a dit de ne pas avoir honte. Le 9e jour, leur professeur leur a dit au revoir et est parti chercher de l'aide. Les filles ne croyaient pas vraiment qu'il réussirait, mais elles se sont tues et lui ont souhaité bonne chance. Une fois parti, la capitaine a ordonné à tout le monde de continuer ses tâches et le groupe s'est dispersé. 2 jours plus tard, Kazuki a trouvé des asticots sur la plaie d'une fille, mais n'a pas paniqué et a dit à Amane de la laver. Pendant qu'Amane faisait cela, la fille lui a dit qu'elle voulait mourir, mais Amane l'a grondée pour avoir pensé ainsi. Elle a dit à la fille de tenir bon car elle savait qu'elle serait bientôt secourue. La fille a donc juré de la rembourser pour avoir pris soin d'elle. Au 11e jour, l'une des filles a commencé à agir comme une folle, mais personne ne pouvait rien faire car elles souffraient toutes d'une chose ou d'une autre. Le lendemain, le chien de l'une des filles est mort, alors Kazuki a suggéré qu'elle le mange. Les filles étaient horrifiées, mais elles n'ont pas refusé, car elles mouraient toutes de faim. Finalement, c'est Kazuki qui s'est chargé du sale boulot d'éviscérer et de préparer la viande. Quand ce fut prêt, les filles mangèrent, les larmes aux yeux, éprouvant un mélange d'émotions face à leur décision. 2 jours plus tard, alors que les filles gisaient au sol, désespérées, leur professeur revint en jubilant. Cependant, les filles comprirent qu'ils n'avaient pas trouvé d'issue et perdirent encore plus espoir. Ce soir-là, la fille aux jambes cassées mourut, alors le professeur emporta son corps pour l'enterrer. 2 jours de plus passèrent et 2 autres filles moururent. L'une suite à une infection de plaie et l'autre car elle s'est donné la mort. Ceux qui restaient perdèrent le peu de raison qu'il leur restait et plaisantaient sur la mort. Un soir, la capitaine a servi de la soupe disant que le prof avait attrapé un cerf. Pendant que les autres dévoraient, Amane en apporta à Kazuki mais elle refusa d'en manger. Elle dit que ça lui ferait mal au ventre, alors Amane l'emporta et ne mangea pas sa part. Cette nuit-là, Kazuki réveilla Amane et lui dit de faire son sac car elle partait. Troublée, Amane demanda si elle ne prenait pas les autres et Kazuki dit qu'elles étaient perdues. Après avoir entendu ça, Amane obéit aux instructions et ensemble elles s'enfoncèrent dans la forêt. Cependant, Kazuki dit qu'elle devait d'abord montrer quelque chose à Amane, puis l'emmena là où la capitaine et le prof s'envoyaient en l'air. Avant qu'Amane ne se remette du choc, la lune éclaira les environs, et Amane hurla d'effroi en voyant les restes de sa camarade morte gisant à côté. Il s'avéra qu'il n'y avait pas de cerf, et ce que les filles mangeaient était leur ami. Son cri alerta le couple fou, alors la capitaine ordonna au prof de se débarrasser d'elle. Kazuki attrapa vite Amane et commença à courir, mais le prof était rapide. Juste au moment où il allait les rattraper, Kazuki le frappa avec son sac et il s'évanouit. Elles continuèrent de courir, mais Amane n'arrivait pas à croire ce qu'elle avait vu. À un moment, elles tombèrent sur une autre fille qui leur demanda où elles allaient. Amane tenta de répondre, mais Kazuki lui dit de se taire et c'est là qu'elle comprit que les autres savaient. Kazuki reprit la main d'Amane et l'entraîna, disant qu'elle devait s'enfuir coûte que coûte. Après avoir couru un moment, Amane lâcha soudain la main de Kazuki et dit qu'elle ne pouvait plus, mais Kazuki la convainquit de continuer. Hélas, elle n'était pas allée loin quand Amane entendit les autres derrière elle et trébucha sur une branche. Ce petit incident lui ôta son dernier espoir, alors elle sortit un couteau et dit à Kazuki qu'elle allait en finir. Kazuki lui dit de ne pas être idiote et que si quelqu'un devait rester, ce serait elle. Avant qu'Amane ne proteste, Kazuki lui donna son sac, disant qu'il y avait de la nourriture et un papier avec les instructions pour descendre. Amane se mit à pleurer, disant qu'elle ne laisserait pas Kazuki, mais Kazuki promit qu'elle se reverrait et la poussa à fuir.
Les pieds d'Amane obéirent malgré son cœur, et quand elle se retourna une dernière fois, Kazuki souriait alors qu'on la maîtrisait. Avec cette image gravée en tête, Amane courut pour sa vie afin que le sacrifice de Kazuki ne soit pas vain. Des jours plus tard, Amane était toujours dans la forêt, affamée car elle refusait de manger ce que Kazuki lui avait donné. Juste au moment où elle allait abandonner, Kazuki et les autres filles mortes en premier lui apparurent. Amane crut qu'elle venait l'emmener et commença à les suivre. Mais à sa surprise, elle trouva une route à la place. De l'autre côté se trouvait un champ de choux, elle s'y précipita et se gava de choux en pleurant de joie. Plus tard, elle retourna à l'école, mais ses camarades doutaient qu'elle soit la seule survivante et dirent des choses atroces. À cause de ça, l'état d'Amane s'aggrava et elle commença à voir un psy. Ce n'est que lorsqu'elle a rencontré Kazuki que sa culpabilité a commencé à s'estomper et qu'elle a recommencé à vivre. De retour au présent, elle s'est excusée auprès de Yuji de lui avoir caché la vérité. Yuji lui a demandé si elle l'avait cloné par culpabilité, et elle a admis que cela avait commencé ainsi. Mais après avoir appris à le connaître, elle est tombée amoureuse de lui. Le seul problème était qu'elle ne pensait pas mériter d'être heureuse avec lui alors qu'elle était la cause de la mort de sa sœur. Elle s'est ensuite de nouveau excusée auprès de Yuji et lui a demandé de mettre fin à ses jours pour qu'elle puisse payer pour ses péchés. En réponse, Yuji lui a frappé la tête et lui a dit de ne pas être stupide et de le montrer. Il a dit que si elle voulait vraiment racheter ses péchés, elle devrait passer le reste de ses jours à ses côtés car il serait sa raison de vivre. Amane a demandé si elle pouvait vraiment faire ça et Yuji l'a assuré que oui. Submergée par l'émotion, elle s'est mise à pleurer et l'a serré dans ses bras, mais Yuji l'a laissé faire car il savait qu'elle en avait besoin. Il savait aussi que s'il ne lui avait pas imposé cette condition, elle continuerait à vivre dans la culpabilité et ne réaliserait jamais qu'elle était la seule à pouvoir se sauver. Lorsqu'elle s'est enfin calmée, Yuji lui a demandé si elle croyait vraiment que Kazuki était morte puisque sa tête n'avait jamais été retrouvée. Cela a rappelé à Amane le tour de la carotte, elle a donc immédiatement repris espoir et est allée chercher la carte que Kazuki lui avait donnée. Kazuki avait tracé un endroit où elle avait caché de la nourriture au cas où le plan d'évasion échouerait. Alors Amane a demandé à Yuji de l'accompagner pour vérifier l'endroit. Le lendemain, ils se sont arrêtés en ville pour qu'Amane puisse acheter des provisions. Pendant que Yuji attendait son retour, un type louche l'a approché, disant qu'il était un fan d'Amane. Yuji n'était pas à l'aise avec la présence du type, et heureusement, il est parti avant le retour d'Amane. Quelques heures plus tard, ils sont arrivés dans la forêt et se sont rendus à l'endroit que Kazuki avait marqué sur la carte. Yuji a utilisé une pelle pour déterrer la glacière qui y était cachée, et les espoirs d'Amane se sont effondrés. Après l'avoir ouverte, elle a trouvé une lettre de Kazuki qui lui était adressée et l'a lue. Kazuki avait écrit que tout le monde était mort après avoir mangé une soupe toxique et qu'Amane avait survécu parce qu'elle n'avait pas mangé le repas comme les autres. Amane savait que Kazuki avait écrit cela pour qu'elle se sente mieux, alors elle a continué sa lecture. À la fin de la lettre, Kazuki demandait à Amane de trouver Yuji et de prendre soin de lui car elle savait que le garçon aurait du mal. Finalement, ils se sont rendus dans la vallée où le bus s'était écrasé et tout semblait identique à l'exception de la pierre commémorative. Amane a ensuite rendu hommage à ses coéquipières décédées et leur a promis qu'elle changerait de vie pour son propre bien. Un peu plus tard, ils sont retournés à leur camion et alors qu'ils rangèrent leurs affaires, Makina a appelé Amane. Cependant, la personne au bout du fil n'était pas Makina mais le type louche à qui Yuji avait parlé en ville. C'était le père de l'une des filles mortes dans la vallée, et comme Amane était la seule survivante, il la tenait pour responsable de la mort de sa fille. À ce moment-là, Sachi a également appelé Yuji, il a donc entendu tout ce que le type disait. Il s'était rendu au dortoir pour chercher Amane, et quand les filles lui ont dit qu'elle était sortie, il a sorti une arme et leur a dit de se changer. Amane lui a dit de laisser ses amis tranquilles, mais le type a répondu que si elle ne revenait pas, il se débarrasserait d'elle. Il les a toutes obligées à rendre leur téléphone, mais Michiru ne voulait pas, alors il a tiré sur la fenêtre pour l'effrayer. Sachi a ensuite pris le téléphone de Michiru et l'a mis dans le sac, alors l'homme a dit à Amane de se dépêcher de revenir. Après avoir raccroché, Amane s'est tourné vers Yuji et il l'a assuré que tout irait bien, mais il n'a pas raccroché son téléphone pour pouvoir suivre la situation. Sur le chemin du retour, il a appelé Julia pour demander de l'aide car impliquer la police révélerait que Yumeko était en vie. Après avoir raccroché avec Julia, Amane a demandé à Yuji qui il était vraiment, mais il l'a fait taire pour écouter ce que l'homme disait. L'homme a dit que si sa fille avait vécu, elle serait allée dans une bonne école et se serait fait tant d'amis. Yumeko a demandé s'il pensait vraiment que blesser Amane compenserait sa perte et il lui a répondu qu'elle ne comprendrait jamais sa douleur. Yumeko l'a assuré que si, car elle avait vu son père perdre la raison, mais l'homme ne voulait plus l'écouter. Il s'est approché de la fenêtre pour voir si Amane était arrivé et a fini par repérer les hommes de Julia. Immédiatement, il a ouvert le feu sur eux et a juré qu'il se débarrasserait de quiconque tenterait de se mettre en travers de son chemin. Peu de temps après, Amane et Yuji sont arrivés, et quand elle a remarqué les uniformes que les hommes portaient, elle a compris qui était vraiment Yuji.
Cependant, elle ne pouvait pas s'y attarder car Yuji l'a appelée pour discuter du plan. Julia a expliqué que la pièce où l'homme retenait les filles était au 3e étage et comme il n'y avait pas de haut bâtiment aux alentours, il ne pouvait pas l'abattre. Yuji a dit qu'il pourrait utiliser le phare, mais Julia a dit qu'il était trop ambitieux. Yuji l'a assuré qu'avec ses compétences, ce serait un jeu d'enfant et leur a demandé de lui faire confiance. Julia a ensuite regardé à nouveau le plan de l'école et a dit que s'il pouvait attirer le gars dans les toilettes des garçons, Yuji aurait un meilleur angle de tir. Yuji lui a dit de lui laisser faire et peu de temps après, la lumière du phare a commencé à clignoter. Quand Makina l'a remarqué, elle a compris que c'était du code Morse et que Yuji voulait qu'elle aille aux toilettes des garçons pour casser le dernier urinoir. Makina ne comprenait pas pourquoi il voulait qu'elle fasse ça, mais elle a décidé d'obéir et a commencé à faire comme si ses organes allaient exploser. L'homme lui a dit de se retenir, mais Makina lui a dit que s'il ne voulait pas voir de vilaines choses, il devait la laisser aller aux toilettes. Quand il a accepté, Michiru a insisté pour l'accompagner parce qu'elle avait besoin d'uriner. Dès qu'ils ont quitté la classe, Sachi a pris la parole et a informé Yuji qui s'est alors tourné vers les toilettes. Michiru a failli gâcher le plan en voulant utiliser les toilettes des filles, mais Makina lui a couvert la bouche et l'a forcé à entrer. Une fois là-bas, la plus jeune fille a commencé à se demander comment elle allait casser l'urinoir, mais l'homme lui a épargné cette peine. Il l'a frappée avec la crosse de son fusil, la faisant percuter Michiru, qui est tombé en avant et a cassé l'urinoir avec sa tête. Makina était si reconnaissante pour la tête de Michiru, et quand Yuji a vu que le travail était fait, il a alerté Julia. Bientôt, le gars a appelé Amane et lui a dit que si elle ne venait pas, il abattrait les filles. N'ayant pas vraiment le choix, Amane a répondu qu'elle était en route, mais avant qu'elle ne puisse partir, Yuji lui a dit d'emporter de l'eau et de s'assurer que le jeune homme la boive. Amane a fait ce qu'on lui a dit et l'homme a joyeusement bu toute l'eau parce qu'il avait en fait très soif. Il a aussi obligé Amane à mettre son uniforme scolaire et une fois qu'elle a été ligotée, il a commencé à jacasser. Il a blâmé Amane pour la mort de sa fille et lui a dit de choisir entre se sauver elle-même ou sauver ses amis. Amane a dit qu'elle était prête à mourir tant que ses amis vivaient, alors l'homme l'a frappée au visage avec la crosse de son fusil et a dit qu'il ne la laisserait pas mourir si facilement. Il l'a ensuite tirée par les cheveux et l'a jetée devant la classe, poussant les autres à protester. L'homme leur a dit qu'elles étaient toutes de bonnes amies, mais n'a pas cessé de piétiner Amane comme si elle était une poupée sans vie. Finalement, il est passé de la colère à l'excitation devant son corps, alors il l'a saisie et l'a emmenée aux toilettes. À ce stade, le téléphone de Sachi était déchargé, de sorte qu'il ne pouvait pas informer Yuji de ce nouveau rebondissement. Heureusement, le gars a enfermé Amane dans une cabine pour pouvoir se soulager, et dès qu'il a été apporté, Yuji l'a abattu. L'homme fut si choqué quand la balle lui perça l'épaule qu'il tomba en hurlant de douleur. Amane se libéra alors et, après avoir défoncé la porte, elle ramassa l'arme et s'enfuit. Yuji informa alors Julia que la cible était touchée. Elle ordonna donc à ses hommes d'entrer chercher l'homme. Pendant qu'on l'emmenait, Amane détacha ses amis et s'excusa de les avoir mises en danger, mais elles lui dirent que ce n'était pas sa faute. Peu après, Yuji arriva et les filles l'accueillirent avec joie. Pensez-vous que Kazuki soit encore en vie ? Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un commentaire. Regardez aussi la vidéo suivante.